La justice et la police ont désormais quitté l'île de la Cité, au cœur de Paris, pour le quartier des Batignolles, au nord-ouest de la capitale. Le 36 quai des Orfèvres a déménagé, ainsi que le palais de justice, qui s'est installé dans une tour transparente et réfléchissante de 160 mètres de haut, signé Renzo Piano, l'architecte du Centre Pompidou. Sybille Véron est retournée sur l'île de la Cité, hantée par les grands procès de l'histoire. Au 4 boulevard du Palais, une page de l'histoire se tourne. Le tribunal a quitté ce théâtre de la justice né sur les ruines de Lutèce, sur l'île de la Cité, pour un immeuble flambant neuf, signé Renzo Piano, dans le 17e arrondissement. Des lieux témoins des grands procès de l'histoire ou de la culture, dans un bâtiment pensé comme une allégorie de la justice. L'architecture est conçue pour qu'on monte vers la justice, avec des escaliers d'ailleurs qui sont tous assez majestueux, et qu'on descend vers les prisons. C'est cette idée que la vertu écrase le vice, comprendre la justice écrase la prison. Dans cet écrin 19e, les symboles de la justice sont partout. C'est une salle solennelle avec un plafond de Bonnat qui représente la justice éclairée par la vérité et qui punit le criminel pour protéger l'innocence pendant que tombe le masque de l'hypocrisie. Vous avez également des lustres assez originaux puisqu'ils sont accrochés à des toques de magistrats. Donc l'idée, la symbolique, c'est que la lumière vient du juge et que le juge éclaire le peuple en quelque sorte. Palais de justice, conciergerie et Sainte-Chapelle. Ces bâtiments font tous partie d'un même ensemble architectural, celui du Palais de la Cité. La résidence des rois capétiens dès l'an 1000 jusqu'au XIVe siècle. Bâtie sur une île, forteresse naturelle gardée par les bras de la Seine, berceau des institutions judiciaires. À l'époque, la personne du roi et la justice, ce sont deux notions qui se confondent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice qui ne soit pas véritablement royale. C'est pour ça qu'en fait, le lieu de justice, c'est le lieu de résidence du roi, c'est le lieu où il est. Et on a tous cette image un peu d'Épinal de Saint-Louis qui rend la justice sous son chêne qui était à l'intérieur de ce palais de la Cité où on est aujourd'hui. Et après avoir rendu justice, Saint-Louis pouvait aller prier dans sa Sainte-Chapelle, érigée autant pour honorer la couronne d'épines du Christ que célébrer sa force. Dans l'actuelle salle des Pas Perdus, Charles V a organisé le somptueux banquet des Trois Rois, démonstration de pouvoir avec 800 personnes à table. Aujourd'hui, les statues d'avocats dominent de tout leur marbre, comme le célèbre Berryer. On voit ce geste de magnificence, d'éloquence, une très belle gestuelle. Et puis alors, à côté de ça, ici, l'allégorie de l'éloquence. On voit que cette femme a sous son pied une tortue. La tortue, évidemment, symbole de la lenteur judiciaire, de cette administration tatillonne, etc. L'avocat de Louis XVI a lui aussi sa sculpture à quelques pas de la première chambre civile. C'est donc là que l'on va juger, en octobre 1793, Marie-Antoinette, avec ses deux avocats, Chevreau-Lagarde et Tronçon du Coudray, et c'est là qu'elle va être condamnée à mort, d'abord accusée de choses indignes, on l'accuse d'inceste avec son fils à la prison du Temple. C'est là où il y a cette fameuse gravure où elle lève un bras et elle dit qu'elle en appelle à toutes les mères de France. On dit que même les tricoteuses pleuraient au fond de la salle. Bon. Elle est conduite à l'échafaud, elle était détenue sous nos pieds, à la conciergerie, exactement sous nos pas ici. Dans la chambre voisine, la salle des criers, où les ventes de biens saisis par la justice avaient traditionnellement lieu à la bougie. Mais la pièce a souvent été réquisitionnée pour des procès médiatiques en raison de sa grande taille. Criminels en col blanc ou écrivains, les plus grandes personnalités ont été jugées au fil des siècles. Comme Prosper Mérimée pour avoir pris la défense de son ami, le comte Libri, accusé de vol de documents publics. Il est condamné à 15 jours ferme et il est fait à la conciergerie, où il dit qu'il fait très frais d'ailleurs. Flaubert a été accusé d'atteinte à l'ordre moral avec Madame Bovary. Il sera acquitté, contrairement à Baudelaire et ses fleurs du mal. Victor Hugo va écrire à Baudelaire pour dire que finalement cette condamnation c'est la plus belle décoration qu'il aura jamais eue. Mais enfin, Baudelaire est quand même condamné. Et puis alors, à la fin du siècle, du 19e siècle, en 1898, on a Zola, bien évidemment, dans l'affaire Dreyfus, qui, à la une de l'Aurore, publie sur plusieurs colonnes « J'accuse ». Et lui va être condamné à une peine d'emprisonnement ferme. Ici a aussi été prononcée la peine de mort à l'encontre du maréchal Pétain, avant d'être gracié par le général de Gaulle. Et voici que Pétain entre dans la salle de la première chambre.
Trop petite salle pour un si grand procès. Des procès vont continuer de se tenir dans ces lieux. Et digne des corps de cinéma ayant inspiré beaucoup de réalisateurs, le palais de justice va pouvoir accueillir encore plus de tournages de films.